Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté britannique sortie ce mercredi en salle en France, Sans jamais nous connaître ou en version originale All of Us Strangers, réalisé par Andrew Hyde, dont je découvre ici la filmographie, et avec au casting dans le rôle principal, celui qui fut l'antagoniste principal, Moriarty dans la série Sherlock, Andrew Scott, à ses côtés, celui qu'on ne présente plus, Paul Mescal. Hein, rappelez-vous l'année dernière, Aftersun, et à mon avis on va le voir dans beaucoup d'autres projets très bientôt. Et très rapidement, mais dans des moments mémorables, Claire Foy et Jamie Bell. Et oui, il a bien grandi depuis Billy Elliot. Et nous sommes ici en présence d'une adaptation d'un roman japonais, Strangers, qui avait déjà été mis au cinéma dans son pays d'origine par le réalisateur de Hausu dans les années 80. Un drame romantique avec une touche d'onirisme, voire de fantastique. J'y reviendrai dans cette vidéo qui, à mon avis, contiendra à un moment donné, suivez bien le timecode, une zone spoiler. Donc c'est l'histoire de Adam, qui est un scénariste très solitaire, vivant seul dans son grand appartement, dans un immeuble où visiblement il n'y a pas beaucoup d'autres voisins. Et on voit qu'il a du mal à écrire. Hein. Syndrome de la page blanche peut-être. Premier plan, il se réveille avec l'aube, Londres, voilà, qui apparaît sous ses yeux, et nous on voit son visage à travers le reflet d'une vitre. Il n'a pas dormi. Et il galère, quoi. Sauf qu'à un moment, pour essayer d'avancer ses écrits, il va se remémorer quelque chose du passé, puisque visiblement l'intrigue qu'il situe là se déroule dans les années 80-87, là où il a grandi. Et avant donc de se replonger dans certains souvenirs, il va être dérangé par une alarme incendie qui va le faire sortir, donc en règle de sécurité, tout ça, de son immeuble, mais il est seul dehors. Ça confirme qu'il n'y a vraiment personne ici, sauf quelqu'un qui est resté dans son appartement et qu'il voit en haut. Bizarre. Et cette personne, un jeune homme prénommé Harry, va aller le visiter par la suite, alors que Adam essaye de se détendre en écoutant du Frankie Goes to Hollywood, le morceau The Power of Love, qui va être très important dans le film. Et c'est très bizarre parce que Harry, en se présentant, il essaye de le draguer, et il lui cite un des passages de cette chanson. Sauf que Adam, il décommande Harry très vite, et plus tard, il va quand même accepter cet homme chez lui, et une romance va démarrer. Entre-temps, donc, Andrew va repartir là où il a grandi. Voilà, on le voit dans son train, tout cela. Peut-être pour y puiser donc ce qui lui manque pour finaliser ou pour commencer son scénario. Et là-bas, il va être, on va dire, assailli de fantômes. On ne sait pas trop, puisque dans la maison là où il a vécu sa jeunesse, ses parents sont toujours là, mais ils sont plus jeunes que lui. Et surtout, ils sont censés être morts dans un accident de voiture. Donc il a une vision de son père et de sa mère. Il va aller les visiter plusieurs fois. Normalement, c'est les fantômes qui nous visitent. Là, c'est lui qui visite des fantômes. Mais on ne sait pas trop ce qui est vrai ou pas, s'il fantasme, s'il rêve, ou s'il se plonge dans une histoire. Il perd pied avec la réalité, le monsieur. Mais dès le début du film, on sent que la réalité, pour lui, elle lui échappe, d'une certaine manière. Et donc, on va baigner dans cette atmosphère tout au long du film, sans trop savoir ce qui est réel ou non. Et c'est magnifique. C'est un film qui est assez splendide sur plusieurs points. Aussi bien sur le fond, le message passé, l'acceptation, aller de l'avant tout en puisant donc quelques forces dans son passé oublié, ou justement qu'on essaye de se remémorer, et enfin donc pouvoir vivre quelque chose, mais la finalité du film, elle va encore au-delà. C'est pour ça que je ferai une zone spoiler. Et bien sûr sur la forme du film, ça colle parfaitement parce qu'on est dans cette ambiance quasi onirique éthérée la plupart du temps, avec une certaine photographie qui va changer à des moments précis, notamment quand il est avec Harry ou quand il voit ses parents. La lumière n'est pas la même. Il y a beaucoup de jeux de reflets, de miroirs, évidemment aussi parce que ici c'est clairement le reflet de l'âme qui est en train de parfois de se révéler à lui ou dans certaines situations. Et c'est pour ça que pendant tout le métrage, on ignore vraiment où est la vérité, ce qui est tangible ou pas, et c'est ça qui est fort. C'est qu'on baigne dans un entre-deux, et on suit donc Adam, qui clairement n'a jamais pu vivre la vie qu'il aurait aimé vivre, ça se sent d'emblée, et qui là va peut-être enfin s'affirmer, s'assumer, à travers donc cette rencontre fortuite avec Harry, et donc ces retrouvailles
le deuil qu'il n'a pas pu faire peut-être avec ses parents, mais des retrouvailles entre guillemets qu'il se fantasme probablement, ou pas, mais probablement. Et voilà, après il va se passer beaucoup de choses, des moments évidemment très émouvants, très touchants, de discussion entre Adam et Harry, évidemment entre Adam et ses parents, où il va enfin pouvoir leur dire des choses qu'il n'a jamais pu leur dire. On voit qu'il en avait gros sur le cœur, hein. Les parents sont morts trop tôt, il devait avoir 12 ans, donc il n'a jamais pu dire qu'il était vraiment à eux. Donc il s'imagine cela, et on voit le poids du deuil et de cette impossibilité de s'ouvrir à temps, qui a fait qu'il a vécu cette vie de fantôme, grosso modo, quoi qu'il arrive, hein, quelle que soit l'interprétation qu'on fasse du film, Adam a vécu comme un fantôme. Même jusqu'à arriver dans cet immeuble où il semble être seul. Tu as vraiment l'impression que c'est une tour témoin, où les appartements n'ont pas encore été ouverts, et il est là, lui, déjà, où il est resté là alors que tout le monde est parti, on ne sait pas, si ce n'est cet homme qui est avec lui. Et la puissance de l'amour, hein, de Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, évidemment, mais de la musique au sens large est remarquable ici. On a une BO qui nous fait bien sûr naviguer dans les années 80 la plupart du temps. Il y a ce morceau très important, mais aussi Always on My Mind de Pet Shop Boys, des Pet Shop Boys, qui revient maintenant, il y a une scène avec les parents à Noël. C'est très fort. Voilà. Qu'est-ce qui est toujours dans son esprit? Évidemment, beaucoup de choses. Et est-ce que c'est le pouvoir de l'amour qui va enfin lui faire céder certaines barrières, rompre donc certains obstacles qui lui a empêché peut-être une existence normale jusque-là. Bon bref, vous m'avez compris, je suis en train de me répéter, mais ce film m'a beaucoup touché, c'est pour ça que c'est pas facile d'en parler à chaud comme cela. Les performances d'acteurs et d'actrices pour Claire Foy sont au couteau, c'est-à-dire que ça fait jamais trop. On sent qu'il y a quelque chose de plombé, une tentative de libération et d'émancipation de certaines chaînes qui sont très difficiles, et tout en retenue. Andrew Scott est remarquable. Paul Mescal aussi, hein, mais Andrew Scott, il pète l'écran, là. C'est jamais dans le surjeu. Au contraire, c'est vraiment même souvent très en dessous, mais justement pour que l'émotion se fasse naturellement. Et évidemment, il y a une belle alchimie entre Scott et Mescal, et des moments aussi d'érotisme très poétiques qui vont avec l'onirisme de l'ensemble. Et puis une BO aussi par-dessus, qui est composée par une Française, hein, Émilie Lavionnaise Farouche, qui vit à Londres, hein, et qui va vraiment être là aussi parfaitement adaptée à ce qui se passe. Et donc, spoiler quand même. Spoiler quand même parce que la fin est très particulière. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un retournement de situation. Est-ce que le film en avait besoin? N'est-ce pas là une forme de défaut quand même? Je ne sais pas, peu importe. Je ne veux pas essayer de voir des défauts à ce film. Bon, une fois qu'il a réglé en fait ce qu'il devait régler avec ses parents, c'est-à-dire qu'il a fait son coming out à son père et à sa mère, qui sont plus là, mais il imagine l'avoir fait, ceci disparaît. Et enfin, il y a l'acceptation, hein, c'est le let go, lâcher prise. Hop. Et donc il retrouve Harry, il va enfin pouvoir vivre ce qu'il a à vivre, hein, cette histoire d'amour, et aller de l'avant maintenant. Sauf que quand il revient dans cet immeuble, qui est vraiment une sorte d'endroit maudit, enfin on ne sait pas trop, c'est vraiment bizarre, hein. Eh bien, il va se rendre compte que Harry est mort pratiquement depuis le début, depuis leur première rencontre, puisqu'il rentre et il y a une odeur, donc ça fait quelques jours que, en fait, Adam avait perdu pied avec la réalité. Alors, alcool, drogue, on les voit à un moment dans un club, et on sent que Harry est un peu toxico, lui aussi il va pas bien, ce sont des gens qui vont pas bien de toute façon, là, ce sont des âmes isolées dans cet immeuble, une sorte de purgatoire, si on veut, hein, en allégorie. Et donc Harry est mort, il a fait une overdose probablement, et donc, c'est fini, impossible pour Adam de vivre cet amour. Mais si, parce que the power of love, hein, comme le dit d'ailleurs le refrain, the power of love, a force from above, cleaning my soul. Il y a une force qui vient d'en haut, qui même après la mort, t'as l'impression que Adam il est déjà mort en fait, hein, de toute façon, va faire que, une fois que l'âme est nettoyée, cleaning my soul, le deuil est fait, et bien les deux, même s'il est mort, Harry, Adam va rester avec lui, et ils vont disparaître dans le cosmos à l'infini pour vivre un amour éternel et mystique. Et donc, à la fin, tu as l'impression que tout le monde est mort, même Adam se lâche prise complètement de cette vie qu'il n'a jamais pu vivre pour aller rejoindre son amant, son amoureux, au-delà de la mort. Mais ça, pour moi, ça confirme l'idée qu'au final, même si les parents et Harry au final sont morts, tout le monde est mort dans ce film. Tout le monde est mort, d'une certaine manière. La mort sociale aussi, hein, il y a cette réflexion sur le Londres moderne qu'on voit beaucoup
se mettre en place, et en fait c'est juste une âme qui a jamais pu avoir l'existence qu'elle aurait pu avoir si elle avait pu se libérer, en plus avec le deuil des parents, et bon bah on voit très bien ici comment on peut faire le parallèle, c'est que de toute façon, étant quasiment mort depuis la mort de ses parents, eh bien bah, il se laisse aller. Il n'y a pas vraiment d'interaction avec la société, hein, d'ailleurs, dans le film, à part ces 4 personnages. Et encore, 2 d'entre eux sont plus là. Donc, wow, c'est un film qui est vraiment dur, hein, mais qui est beau. Qui est triste, mélancolique, et beau. Et je ferme la zone spoiler. Allez voir All of Us Strangers, sans jamais nous connaître. C'est du cinéma. Sur les émotions, sur la réalisation, sur les performances, tout est en retenue, tout est bien écrit. Il n'y a jamais de surplus. Il y a peut-être donc cette fin qui va trop être surprenante sur certains points, mais en fait, elle confirme une idée. Et voilà, quoi. Là-dessus, c'est un très 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 bon film qui va marquer 2024. Il y en a beaucoup, hein. En ce début d'année là, ça commence vraiment très bien, cette année de cinéma. Franchement, je vous le dis. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Sans jamais nous connaître, si vous avez eu la chance pendant de le voir en salle ou pas, parce qu'il n'est pas très bien distribué, mais tentez-le si c'est possible. Je vous dis à la prochaine, ciao.